Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour le 50e épisode d'une semaine en comics, dans lequel on va passer en revue quelques-unes des sorties de cette semaine. Et on va commencer du côté de chez Panini avec un titre dont la sortie avait été décalée mais qui est enfin disponible, c'est les Defenders de Al Ewing et Javier Rodriguez. Celui-ci, j'ai même failli le prendre en VO, je pensais que Panini allait faire l'impasse dessus. Alors il faut dire que la première mini qui est au sommaire date de 2021, et puis finalement j'ai bien fait d'attendre, d'autant que Panini a eu la bonne idée de réunir les deux mini-séries Defenders au sein d'un Marvel Deluxe, plutôt que de sortir deux 100% Marvel. Ça permet de profiter des planches de Rodriguez dans un format plus grand, et puis ça revient un peu moins cher, même si là on est quand même sur un album à 32€. Au sommaire, on a donc, comme je l'ai dit, la mini Defenders de 2021, plus la mini Defenders Beyond, qui est sortie, elle, l'année suivante. Et puis, entre les deux, on a des pages extraites de Marvel numéro 1000 et numéro 1001, ainsi qu'une backup qui, elle, est tirée de Thor numéro 24. Al Ewing scénarise tout ça, et Javier Rodriguez signe dessin, ancrage et couleur sur les deux mini-séries. Historiquement, les Defenders, c'est une des équipes Marvel les plus atypiques, qui est née au début des années 70 et qui a connu un paquet d'incarnations différentes, mais celle qu'on va rencontrer dans ces pages est quand même probablement la plus bizarre de toutes. La toute première équipe était composée du Doctor Strange, de Hulk, Namor et le Silver Surfer. C'est pas vraiment des team players à la base, et ça donnait des situations souvent conflictuelles, où les personnages passaient en fait plus de temps à se foutre sur la tronche entre eux qu'à combattre des ennemis extérieurs. Par la suite, ça s'est un peu recadré, mais toujours avec des personnages un peu borderline, Nighthawk, Valkyrie, Hellstorm, ce genre de gus. Et puis, dans ses plus récentes incarnations, c'est devenu une équipe à géométrie très variable, en fonction des besoins du récit, et surtout des envies du scénariste. Et c'est le cas dans cette dernière version. Et d'ailleurs, l'équipe qu'on retrouve dans la première mini, c'est pas du tout la même que dans la seconde. Au centre du premier récit, on a le Doctor Strange, qui reçoit la visite d'un personnage beaucoup plus obscur, lui, qui s'appelle le Voleur Masqué, le Mask Raider en VO, qui est un personnage de western qui apparaissait dans le tout premier numéro de Marvel Comics en 1939, et que Al Ewing a totalement réinventé dans Marvel Comics numéro 1000. Et le Voleur Masqué va faire part à Strange de l'existence d'un personnage qui menace tout le continuum spatio-temporel et qui va l'obliger à réunir une équipe en catastrophe, une équipe dans laquelle on va retrouver le Silver Surfer, la Harpie Rouge, autrement dit Betty Banner, ainsi qu'une femme qui s'appelle Taya, qui fait sa toute première apparition dans cette série, mais qui a un lien avec un personnage bien connu de l'univers Marvel. Et non, je dirais pas de qui il s'agit. Et puis, il y a Nuage, qui est un personnage apparu dans la première série Defenders, créée par Jean-Marc Dematteis au début des années 80, et qui, en gros, est une nébuleuse consciente. Ça vous situe un peu le niveau de bizarrerie de ce casting. Et ensemble, les Defenders vont donc se lancer à la poursuite d'un dénommé Carlo Zotta, que je vais qualifier de savant fou, pour rester aussi vague que possible. Et ça va les conduire à remonter dans le passé lointain de l'univers Marvel, et même dans l'univers qui a précédé la naissance de l'univers Marvel, et même encore plus loin. Et ça donne un truc bien barré et quand même extrêmement fun. En gros, les Defenders passent d'un univers à l'autre, et chacun de ces univers a ses propres règles, il a ses propres civilisations, et il a même ses propres lois physiques. Donc, si vous voulez de l'insolite et du dépaysant, vous n'allez pas être déçus. En fait, Al Ewing s'amuse ici avec tout le pan cosmique de l'univers Marvel.
Alors pas le côté space opéra qu'on peut avoir dans une série comme Guardians of the Galaxy. Là, on est vraiment dans le cosmique barré. On est dans la cosmogonie de l'univers Marvel, comment tout ça est né. Et on est plus dans un délire proche de ce que pouvaient faire certains scénaristes dans les années 70, genre Steve Englehart sur Doctor Strange avec la saga de Season Egg, ou les Warlocks de Jim Starlin. Et du coup, Ewing, il joue à la fois avec des concepts créés par certains de ses prédécesseurs, et puis il en invente aussi tout un tas d'autres, et vu qu'on se situe dans des univers dont les lois physiques sont pas les nôtres, ça part souvent dans de très beaux délires. Et en matière de très beaux délires, il a quand même trouvé avec Javier Rodriguez l'artiste parfait pour mettre en scène tout ça. Alors, j'en vois quand même quelques autres qui s'en seraient sans doute aussi bien sortis, genre Tradmoor par exemple, mais Rodriguez, il est absolument parfait dans le registre, et le fait qu'il s'occupe à la fois du dessin et de la couleur, ça lui permet de pousser le délire assez loin, notamment en adoptant une charte graphique différente à chaque nouvel univers qu'on va visiter. Clairement, le personnage central de ce récit, c'est le voleur masqué, c'est son histoire, qui sera d'ailleurs résolue au terme de cette première mini. Et on a ensuite, une fois la mini-série achevée, on a des pages extraites de Marvel Comics numéro 1000 et 1001, qui reviennent sur les origines du personnage, et il s'agit en fait d'une succession de petits bouts d'histoire d'une page à chaque fois, une ou deux pages, qui sont présentés chronologiquement, et qui progressivement laissent percevoir une histoire beaucoup plus large. Alors là, chaque page est dessinée par un artiste différent, et on a quand même du très beau monde. Genre ici, on a à gauche du Eduardo Risso, à droite du Cafu, on a du Klaus Johnson, Joe Bennett, enfin une quantité de grands artistes qui ont bossé pour Marvel à une époque ou pour une autre. Et puis, on a ensuite un court récit consacré à Loki, qui sert de prologue à la deuxième mini-série, Defenders Beyond, qui repart grosso modo dans les mêmes délires, mais avec un nouveau casting, à l'exception de Taya, qu'on va retrouver aussi dans cette deuxième mini. Et cette fois, Al Ewing s'appuie principalement sur des personnages qu'il a déjà mis en scène auparavant. C'est le cas de Blue Marvel, qu'il avait mis en scène dans ses Mighty Avengers. On a aussi Loki, mais alors dans sa version directement sortie de Loki Agent of Asgard que Ewing avait écrite. On a American Chavez, qui faisait partie de ses Ultimates. Et enfin, on a Tigra. Et à nouveau, on va partir dans de beaux délires cosmiques, où cette fois, Al Ewing s'appuie peut-être davantage sur des concepts et des personnages préexistants. Celle-ci, elle parlera peut-être davantage aux vieux lecteurs de Marvel qui retrouveront pas mal de références à de vieux personnages et à de vieux concepts, mais on reste tout à fait dans le même esprit que la première mini, avec à nouveau une invention graphique de la part de Javier Rodriguez, qui est quand même assez géniale. Je vais pas aller plus loin sur cette lecture. Si vraiment vous devez retenir qu'une chose, c'est que ces Defenders sont extrêmement beaux, et ils sont extrêmement fun. Et donc, c'est une lecture que je recommande fortement. On passe du côté de chez Urban Comics avec un autre ovni, Phenomena, signé Brian Michael Bendis et André Lima Araujo, dans la nouvelle collection Urban Blast, qui, a priori, s'adresse plutôt aux jeunes lecteurs. C'est dans cette collection qui est paru en début d'année le premier tome de Batman Wayne Family Adventures. Mais clairement, là, on a un récit qui s'adresse à des lecteurs de tous les âges. Alors, celui-ci, honnêtement, je ne l'ai pas pris pour son scénariste. Ça fait longtemps que j'attends plus rien de Brian Michael Bendis. Du coup, je suis jamais déçu, et même parfois, j'ai une bonne surprise, comme c'est le cas ici. Mais en premier lieu, ce qui m'a attiré sur ce titre, c'est le nom de André Lima Araujo.
J'ai déjà eu l'occasion de parler de son travail sur la série de Rick Remender, Une soif légitime de vengeance, où il m'avait littéralement scotché par la qualité de son storytelling et par la beauté de ses planches. Et ben ici, rebelote. Que ce soit les décors quand même assez sublimes de cet univers étrange, le design des innombrables créatures qui l'habitent, ou, encore une fois, son découpage qui est absolument parfait. Graphiquement, c'est un régal du début à la fin. J'ai pas encore parlé de l'histoire. Alors, ça se passe dans le futur, sur Terre, mais sur une Terre très différente de la nôtre, qui a été radicalement bouleversée par quelque chose. Un événement, un phénomène, pour reprendre le titre du bouquin, mais on sait pas quoi. En tout cas, on ne saura pas dans ce premier tome. Mais du coup, la Terre, elle est peuplée de créatures bizarroïdes, et une nouvelle civilisation s'est construite sur les ruines de l'ancienne. Côté intrigue, on a quelque chose d'assez basique, c'est l'histoire d'un gamin qui voyage seul d'une ville à l'autre, et qui va croiser le chemin d'un personnage qui s'appelle Spike, qui lui va se faire voler son épée par un autre personnage, et à partir de là, on part dans une course-poursuite qui va nous amener dans différents endroits à la rencontre de différents personnages. En gros, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Mais en fait, c'est surtout un prétexte pour visiter cet univers et pour mettre en scène quelques-uns de ses habitants, et surtout pour permettre à Rojo de donner vie à cet univers dans toute sa variété et dans toute son étrangeté. Et encore une fois, graphiquement, c'est magnifique. C'est même tellement beau que j'aurais préféré lire ça en grand format dans la collection Urban plutôt que dans ce format classique. Mais bon, du coup, ça donne quand même un volume plutôt plus abordable que la moyenne. 15€ pour 152 pages en noir et blanc. Format souple, ça non plus, on n'a plus l'habitude. Couverture avec rabat. Comme quoi, on peut faire de beaux bouquins sans forcément faire des couvertures cartonnées. On enchaîne avec Dawn of Green Arrow et Black Canary, mon premier Dawn of. Parce que jusque-là, à chaque fois que je me suis trouvé devant un bouquin dans ce format, ça a été oui, mais non. Parce que bon, lâcher 30 ou 35€ dans un album, si t'en as la moitié qui t'intéresse pas plus que ça, non. Celui-ci, on a 2 bonnes séries au sommaire, même si on en a une, à mon avis, qui est nettement meilleure que l'autre. Et puis, autre point qui m'a décidé, c'est son prix. 24€ pour 288 pages. Sachant que, par exemple, le premier Dawn of Titans, sorti le mois dernier, ou le Dawn of Justice Society de janvier, il faisait 304 pages, et ils étaient vendus 30€. Alors, 6€ de différence pour 16 pages en plus ou en moins, il y a un truc qui est quand même assez absurde dans la tarification d'Urban. Mais bon, on va plutôt parler du sommaire, avec les 6 premiers épisodes de Green Arrow par Josh Williamson et Sean Izaakse, et les 6 premiers numéros de Birds of Prey par Kelly Thompson et Leonardo Romero. Green Arrow, qu'on n'avait plus lu en France depuis un petit moment. Ici, on part sur quelque chose de très traditionnel et en même temps de plutôt inattendu. Et l'inattendu, on l'a dès le début du récit, puisque Green Arrow se retrouve seul sur une planète lointaine, sans savoir comment il a atterri là. Et c'est pas le seul qui va connaître ce genre de désagrément, puisque d'autres membres de sa famille vont à leur tour être projetés loin dans l'espace et dans le temps. Et là, je viens de dire famille, et c'est effectivement un élément central de cette nouvelle série. Elle n'est pas consacrée juste à Green Arrow, mais sa famille y occupe une place centrale. Toute sa famille, que ce soit Black Canary, son épouse, son fils Connor Hawke, son ancien sidekick Roy Harper, et j'en oublie volontairement.
Donc, la famille Green Arrow est au cœur de ce récit, et Josh Williamson va jouer avec l'impossibilité matérielle pour cette famille de se réunir, et ça va devenir l'enjeu principal de cette histoire. Ça donne un récit, dans l'ensemble, assez plaisant à lire, assez classique dans son déroulement, avec ce qu'il faut de surprises et de rebondissements pour que on n'ait pas le temps de s'ennuyer. C'est globalement, c'est à l'image de ce que fait Williamson chez DC. C'est jamais génial, mais c'est jamais nul non plus. Ou alors j'ai évité le pire. Et même chose pour les planches de Sean Izaakse. Ça fait le boulot. Il a un trait plutôt agréable, même si son découpage, lui, je le trouve parfois un peu confus. J'avoue qu'il y a une paire de scènes, notamment des scènes de combat, où je suis pas bien sûr de comprendre ce qui se passe. Mais dans l'ensemble, c'est quand même très correct. Et puis, on passe ensuite aux Birds of Prey. Et là, on a quand même un récit d'un autre niveau. L'intrigue, de manière très sommaire, c'est Black Canary, qui doit réunir dans l'urgence une équipe 100% féminine, c'est essentiel au récit, pour réaliser en gros une mission impossible. Et on va avoir droit à une équipe assez étonnante et un petit peu dysfonctionnelle, composée de Batgirl, version Cassandra Cain. On a Big Barda, l'épouse de Mr. Miracle. On a Zealot, que les lecteurs de Wildcats connaissent bien. Et puis, en guise de cerise sur le pâté, on a Harley Quinn. Et donc, tout ce petit monde va se lancer dans une mission qui a à peu près aucune chance de réussir. Là aussi, on a un récit finalement très classique dans la forme, avec la réunion de l'équipe, la préparation du plan, et puis son exécution, et toutes les improvisations nécessaires pour se sortir de tout un tas d'emmerdements. Là où Kelly Thompson réussit son coup, c'est vraiment dans les interactions entre ses personnages qu'elle maîtrise à la perfection. Elle tient merveilleusement bien ses différentes héroïnes. Elle sait exactement comment donner sa voix à chacune, et ça donne quantité de bons moments qui tous vraiment sonnent juste. Et puis, l'autre grande qualité de ces épisodes, c'est évidemment les planches de Leonardo Romero, avec un dessin toujours très stylisé, à la Marcos Martin, ultra dynamique, et avec un côté old school qui va bien à ce récit, et un côté old school que on retrouve jusque dans les couleurs de Jordi Belair, qui donne une certaine patine aux planches de Romero. Et au final, ça nous donne un Green Arrow sympa et un très bon Birds of Prey. À 30€, je suis pas du tout sûr que je l'aurais pris. Je pense que j'aurais plutôt attendu le trade paperback des Birds of Prey. À 24€, ça me paraît quand même plus raisonnable. En tout cas, j'ai craqué, mais il me semble quand même, encore une fois, que Urban devrait sérieusement réfléchir à sa politique de tarification s'ils veulent pérenniser le format Dawn of DC. On va finir très vite avec le 7e tome de Something is Killing the Children de James Tynion IV et Werther Dell'Edera. Alors, celui-ci, je vais en montrer le moins possible, vu que il s'agit de la conclusion de l'arc entamé avec le volume 5 de la série. Il aura fallu 3 tomes, soit 15 épisodes, pour boucler cette histoire. La série est toujours aussi décompressée, et clairement, ça fonctionne beaucoup mieux lu d'une traite que par petits bouts. Tellement il y a des épisodes où l'intrigue progresse absolument pas. Mais je trouve que ça reste quand même malgré tout une bonne série, vraiment très très noire, avec des éclats de violence assez terribles.
Et puis, les planches de Dell et Dera, elles contribuent quand même beaucoup à l'ambiance de cette histoire. Fin de cet arc donc, mais pas du tout la fin de la série. La fin de ce tome annonce déjà la suite des événements, et c'est une série que je compte bien continuer à lire. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.